Bienvenue dans le ZCL, nous serons ensemble jusqu'à 14 h et nous allons recevoir dans un instant Béatrice Soulier, fondatrice du tiers-lieu L'Admirane, ainsi que Kelly Polter, donc responsable de l'association CKB. Elles vont nous parler de l'événement Faire tiers-lieu aux Antilles Guyliennes qui aura lieu donc le 27 et le 28 février au WTC. Bienvenue sur le plateau, on se retrouve tout à l'heure. Après, on recevra Aline Mugerin, donc chroniqueuse du ZCL. Elle va nous parler des problèmes de vue pour nos bébés. Et avec Mehdi Vingadapati, secrétaire de Up for Life, il sera question de l'Afterwork Up for Life qui aura lieu le 27 février. Au niveau de l'actualité, on va parler de l'hommage fait à Fabienne Huyout, donc dans Ontiziédou, avec le département. Elle a pu être mise à l'honneur pendant toute une soirée pour célébrer son parcours. On reviendra aussi sur la réunion d'information avec la Chambre des métiers qui va à la rencontre des artisans du terroir pour leur permettre de poser leurs questions, s'informer sur les opportunités économiques et bénéficier de conseils d'experts. On parlera couple et entrepreneuriat, donc comment allier les deux, un afterwork qui était réalisé à Ireza. On va revenir sur cet événement, ainsi que sur le Fitness Park qui a fait son carnaval, donc lors d'une manifestation à Jarry. On s'en ira aussi sur Paris pour avoir un petit écho concernant une masterclass sur la laïcité faite à l'Assemblée nationale française, ainsi que sur la 61e édition du Salon de l'agriculture où la Guadeloupe est à l'honneur, donc à Porte de Versailles. Voilà pour l'actualité. On va démarrer par l'hommage fait à Fabienne Huyout pour célébrer donc son engagement, son talent et son impact sur la communauté. C'était une façon d'honorer son parcours et notamment son héritage culinaire. On voit un reportage de Michel Depape. Ce soir, on me met à l'honneur. Monsieur Losbar me met à l'honneur et voilà, ça a été une surprise pour moi et je suis très contente parce qu'on me valorise beaucoup à l'étranger et ici, voilà, aujourd'hui c'est ici et je suis très contente. C'est vraiment une surprise pour moi et j'en suis ravie. On a tout ce qu'il nous faut, on est riche de saveurs, c'est une phrase que je répète souvent. On a tout, donc mon but c'est de valoriser nos produits et voilà, de mettre en scène tous nos produits. Le titre est très évocateur, hein? Ontiziédou, c'est un clin d'œil qui porte une reconnaissance qui est faite à Fabienne Huyout et comme c'est une artisane et moi je suis artisan, président de la Chambre des métiers de l'artisanat, de surcroît, donc j'étais dans l'obligation d'être là. Donc j'étais convié aussi par le département et je remercie vivement son président, monsieur Guy Losbar, nous avons invité, donc je ne pouvais pas ne pas être présent. Donc on va mettre en valeur Fabienne Huyout, qui est une artisane accomplie et qui, je dirais, excelle dans sa profession. C'est un modèle pour les jeunes, pour ceux qui arrivent. Et puis elle était très impliquée dans la formation de nos jeunes aussi. Donc elle transmet son amour du métier, son savoir-faire. Donc elle a tout pour elle. Donc une très bonne communicante aussi. Donc je n'avais pas le droit de ne pas être là. Fabienne, c'est une femme formidable, c'est une Guadeloupéenne formidable parce qu'elle fait un travail extraordinaire, un travail reconnu de tous et d'ailleurs qui dépasse très largement nos frontières. Mais c'est aussi une Saint-Rosienne. Et donc, elle est ici chez elle. Nous avons organisé cette manifestation ici à Sainte-Rose, pas loin de son quartier, puisqu'elle est de Montrouge. Donc, je suis vraiment très honoré. Nous sommes tous là pour elle, d'ailleurs. Et c'était une très belle initiative du président du conseil départemental que de mettre en lumière cette femme qui travaille depuis des années et qui fait un travail formidable. Nous l'avons dit, nous l'avons expliqué quel est le principe, le concept d'Ontiziédou. C'est de mettre à l'honneur, de célébrer, de mettre en lumière des grandes figures guadeloupéennes qui impactent notre culture à travers ses créations, comment défendre la culture et promouvoir notre culture, les traditions. Et il était tout à fait normal que quelqu'un comme Fabienne Huyout soit célébré, soit honoré ce soir. C'est pour moi une très grande fierté
et aussi une profonde admiration parce qu'on connaît sa création, mais on connaît aussi son humilité. Ce soir, c'était pour lui dire merci Fabienne, merci pour ton authenticité, merci pour la grandeur que tu permets à la Guadeloupe, merci de faire rayonner la Guadeloupe au-delà des frontières, et merci pour tous ces bons petits saveurs-là qui sont au nous là. Merci. Voilà, un bel hommage rendu à Fabienne Huyoud qui permet de rayonner notre territoire partout à travers le monde. On va parler de cette réunion d'information sur les artisans et la Chambre des métiers. Une réunion a été organisée avec ces deux protagonistes pour permettre de les accompagner dans leur développement et permettre de les informer sur les dispositifs en cours, les dispositifs disponibles pour renforcer leur compétitivité. On voit un reportage d'Olivier Félix. La Chambre de métiers de l'artisanat, de se déplacer dans les territoires, de venir à la rencontre des artisans, parce que c'est vrai que trop souvent les artisans ne viennent pas à l'information. Nous avons à la Chambre de métiers décidé de prendre notre ballon de pèlerin, si j'ose dire, de sillonner les communes, de sillonner les quartiers, d'aller dans les entreprises, pour présenter aux artisans, aux créateurs, mais aussi à tous les publics, notre offre de services en matière de formation, en matière de développement économique, en matière d'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs. C'est une réunion qui est particulièrement bien, j'ai trouvé, enfin, j'ai eu beaucoup d'informations et c'est dommage que nos amis artisans ne soient pas présents aujourd'hui pour savoir ce qu'il y a à la Chambre des métiers pour eux, parce que généralement on n'en profite pas. Et concernant mon métier, je vois qu'il se passe tellement de choses dans la profession. Par exemple, chez le fournisseur, on a une activité qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire qu'on a des climatiseurs qui se vendent à monsieur tout le monde. Alors ça nous pénalise, nous les artisans, on est pénalisés par rapport à ça. On a des dispositifs qui répondent aux problématiques que nous avons identifiées auprès des entreprises artisanales. L'une des problématiques, en l'occurrence, c'est le manque de visibilité et le manque de présence sur les réseaux sociaux. Lorsqu'un client cherche un plombier, assez souvent il est perdu, il ne sait pas où le trouver. Et effectivement, avec un partenaire, nous avons créé l'annuaire des entreprises de Guadeloupe qui permet de référencer les entreprises par catégorie, par métier et qui facilite la mise en relation entre le client et les entreprises. Prochaine réunion, déjà, nous avons rendez-vous jeudi à la Chambre de métier à 18h, cette fois-ci avec les organisations professionnelles, pour là aussi leur présenter nos dispositifs d'accompagnement dans leur métier. Et après, nous enchaînons un cycle de réunions mensuellement dans les territoires. Et donc, je pense qu'on vous aurez l'information par nos réseaux, par notre site Internet et à travers nos différents canaux. La Chambre de métier ne peut pas travailler sans les organisations professionnelles, parce qu'on dit souvent, si nous sommes le généraliste, les organisations professionnelles sont les spécialistes de leur métier. Et pour mettre en place des actions, on ne peut pas faire l'impasse sur les organisations professionnelles, on ne peut pas faire l'impasse sur les hommes et les femmes qui connaissent leur métier. Et c'est en ce sens que nous nous appuyons et nous entendons nous appuyer encore plus fortement sur les organisations professionnelles. Voilà, donc prochaine réunion à suivre, mais on va rester dans ce domaine de la valorisation du territoire à travers les tiers-lieux, donc qui sont des vrais laboratoires d'innovation où on peut croiser du coworking, de l'artisanat, de la culture, de la formation. Et donc, dans ce cadre, il y a un événement qui est organisé le 27 et le 28 février au WTC qui vise vraiment à promouvoir cet espace et fédérer les acteurs entre eux. Et pour ce faire, on va parler de cet événement, donc avec Béatrice Soulier et Kelly Polter. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment fonctionne, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu, basiquement? Oui, allez-y. Alors, un tiers-lieu, c'est un espace où on va faire ensemble. Et, donc la définition du tiers-lieu, c'est un third place, un troisième endroit qui est entre... Alors, il y a la maison, le travail et le troisième endroit où on se retrouve tous ensemble pour créer des choses ensemble. D'accord. Donc c'est associatif? Alors, très pas souvent, forcément, oui. C'est associatif. Après, il y a des structures un peu privées qui se disent tiers-lieu, mais après, tout le monde n'a peut-être pas la même définition de ce que c'est un tiers-lieu. Pour nous, ce serait plus un endroit où on fait ensemble certaines choses. Après, est-ce qu'un espace de coworking est un tiers-lieu? Ça dépend.
Est-ce qu'un restaurant qui propose des ateliers tout autour est un tiers-lieu? Ça aussi, j'ai pas vraiment la définition. Voilà. Disons que c'est un lieu où on peut y créer différents projets qui vont avoir un fort impact sur son territoire. Et les thèmes qu'on y propose peuvent être très variés. Je rajouterais par rapport à votre définition également tout ce qui touche à la cohésion sociale, puisque l'objectif premier, c'est de faire en sorte que les personnes se retrouvent. Donc ça va participer au mieux vivre en fait, c'est ça? Tout à fait. Dans tous les sens du terme, à la fois sociétal, économique et voilà, transition écologique. Voilà. Agro-transformation, agriculture. On a également dans nos partenaires des tiers-lieux qui sont spécialisés autour du numérique et voilà. Donc votre tiers-lieu qui s'appelle l'Admirad, pour ne pas me tromper, comment il s'inscrit dans cette dynamique du tiers-lieu? Alors, l'Admiran, c'est plus un creative space, c'est un endroit où on va créer. Alors, l'Admiran est dédié à tout ce qui est mode éco-responsable, la mode durable, à l'art engagé et l'éco-conception. Donc, on va sensibiliser autant les créateurs que les consommateurs à créer et consommer autrement. Par rapport à nos activités qui sont basées sur l'économie circulaire au travers ces 3 secteurs. Donc c'est quoi? C'est de la friperie, c'est du recyclage, c'est comment? Qu'est-ce que vous avez comme action? Alors une partie très minime de friperie. On met beaucoup plus en avant ce qu'on appelle l'upcycling, donc du surcyclage en français. On va sensibiliser, proposer des ateliers, aller chez certains organismes pour sensibiliser aussi leurs collaborateurs, travailler avec certains lycées. En fait, c'est ça le but, de sensibiliser le maximum de personnes, que ce soit les créateurs comme les consommateurs. Et on propose des ateliers, on propose des formations et les personnes viennent au sein du tiers-lieu puisqu'on met à disposition des espaces et puis des machines suivant le planning des horaires et les besoins des personnes. L'association que vous avez, donc CKB, comment elle intervient? Quelles sont les actions que vous mettez en avant en matière de cohésion sociale? Alors notre objectif premier, c'est de proposer des espaces où chaque particulier, quelle que soit sa situation, seul, accompagné, quelle que soit également sa catégorie socio-professionnelle, puisse venir et prendre du temps de qualité. On propose toute l'année des ateliers qui sont ouverts à tous, où pour le coup on peut vivre ce que c'est que la mixité sociale. On est également à l'issue d'un appel à projet lancé par le conseil départemental pour nous être reconnus tiers-lieu. On met en place des actions pour soutenir l'insertion professionnelle de publics cibles. Donc on met en place des ateliers parcours d'insertion qui vont accompagner des bénéficiaires du RSA à reprendre confiance, à acquérir de nouvelles compétences, à sortir de chez elles, donc à créer du lien avec d'autres personnes, à développer des talents et divers et variés. Donc en ce qui concerne l'association CKB, sa définition de tiers-lieu est avant tout d'être un lieu où se vit la mixité sociale et où le lien prend toute sa place. D'accord, donc vous êtes intégré dans un parcours d'insertion pour permettre aux gens d'évoluer à différents niveaux, c'est ça? Voilà, on offre l'opportunité à des personnes éloignées de l'emploi de venir travailler sur la levée des freins à l'embauche à travers les ateliers parcours d'insertion et puis d'être dans une démarche d'insertion sociale parce que derrière, ils peuvent rencontrer d'autres personnes avec d'autres parcours. On fait du lien intergénérationnel et du lien interculturel. D'accord. Donc il y a des avantages vraiment très concrets en fait à participer au tiers-lieu. Vous avez parlé de cohésion sociale. Est-ce que en matière de développement économique, c'est un atout, ça peut être un levier, un tiers-lieu? Pour moi, il y a de l'attractivité pour le territoire déjà, tout le territoire de la Guadeloupe, mais notamment pour la commune. Et puis on essaye de travailler entre tiers-lieux, de fédérer et puis de mutualiser. Donc ça veut dire qu'on est tous les tiers-lieux apportent une plus-value entre guillemets pour le territoire. Et on va, grâce à faire tiers-lieux, faire des collaborations, des futures collaborations avec les régions, puisqu'on a invité la Guyane, la Martinique et Saint-Martin et d'autres îles que je peux, Marie-Galante, les Irèdes et tout ça. Ils sont invités à venir et participer, faire tiers-lieux aux Antilles-Guyane. Si par exemple quelqu'un écoute et voudrait créer un tiers-lieu, comment il faut faire?
Est-ce qu'il y a une marche à suivre ou bien c'est vraiment, ça part d'un concept, d'une idée commune de création, enfin, ou de développement, je ne sais pas, social, économique. Comment il faut faire pour créer un tiers-lieu? Il y a déjà une démarche, mais je pense qu'il faut aussi avoir un état d'esprit. Parce qu'on peut, pour moi, tout le monde ne peut pas faire un tiers-lieu. D'accord. Il y a une façon de voir les choses. Kelly parle de l'aspect social, il y a l'insertion sociale, mais le faire ensemble. Ça ne fonctionne pas. Le cœur même d'un tiers-lieu, en fait, c'est de faire ensemble et que tout le monde avance ensemble. D'accord. Donc c'est vraiment plusieurs personnes qui ont envie de créer quelque chose ensemble. Donc ça ne peut pas être une seule personne qui porte un projet qui est différent en fait. D'accord. Du coup, alors l'événement s'étend sur 2 jours. Est-ce qu'il y a des temps forts qui sont incontournables, on va dire? Alors, incontournables, on a des conférences avec Daniel Yerso, le président d'Outre-mer Network, qui va proposer des conférences sur la thématique des levées de fonds, des rencontres, des ateliers pour comment se préparer comment pitcher devant les investisseurs privés, pardon. On a des masterclass aussi avec des expertes de la mode circulaire, du rétal aussi. Et puis qui vont permettre à des futurs porteurs de projets qui se lancent dans la mode circulaire de comment savoir, une fois qu'on a éco-conçu, comment se lancer sur le marché, lancer nos produits sur le marché. On a les tables rondes qui tournent autour de l'économie circulaire, mais surtout, très important pour les tiers-lieux, ce sont les thématiques qui tournent autour du foncier, de l'accompagnement, des recherches de financement et tout ça. Et puis les collectivités qui accompagnent les tiers-lieux. D'accord. Voilà. L'objectif premier de cette rencontre, c'est de vraiment sensibiliser tant la population que les institutions qui ont une méconnaissance de ces lieux ressources, du potentiel qu'il y a lorsqu'on collabore, lorsqu'on participe aux actions. Il y a le 1er mars la visite de différents tiers-lieux. Combien de tiers-lieux il y a en Guadeloupe? Une quarantaine. Une quarantaine. Donc sur le 1er mars, on pourra... Ils sont répartis où exactement sur le territoire? Un peu partout. Un peu partout. Sur toute la Guadeloupe. Donc il y a une liste. Comment on fait pour Alors pouvoir sur le dossier de presse, et je pense qu'il sera diffusé aussi, il y a une liste des tiers-lieux qui est en Guadeloupe. D'ailleurs, on a une liste aussi. Alors, j'ai oublié de mentionner qu'on fait partie du nouveau réseau des tiers-lieux qui s'appelle Laco Guadeloupe, qui a été créé en décembre 2024, qui est tout jeune. Et les autres régions aussi ont commencé à faire une liste des différents tiers-lieux. Ça veut dire que sur toutes les régions qui participent à se faire tiers-lieux aux Antilles, les personnes pourront aussi visiter ces différents tiers-lieux. Quels sont les objectifs justement de visiter? C'est de voir, connaître. Surtout qu'on voit sur le territoire, les Guadeloupéens ne connaissent pas les tiers-lieux. Ils ne savent pas ce que c'est un tiers-lieu. Et ils ne savent pas comment nous, on travaille au quotidien, comment on fonctionne en fait. Et à quoi ça sert? Oui, c'est ça. À quoi ça sert? Parce que c'est très varié, enfin je veux dire c'est riche aussi, c'est la diversité des actions. Vous parlez de mode circulaire ou de cohésion sociale, enfin ou des bénéficiaires de RSA, c'est quand même très différent. Donc il y a des secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs, on va dire clés où les tiers-lieux interviennent? Globalement, ça dépend de la thématique du tiers-lieu, on va dire, oui. Et puis pour le coup, le territoire Guadeloupe, les tiers-lieux du territoire Guadeloupe balayent un champ très large en fait de différents thèmes. Qu'est-ce que vous avez comme exemple? Alors on a la transition numérique, la transition écologique. La mode circulaire au niveau de l'Admiral, nous-mêmes au niveau de la cohésion sociale. Alors nous ne sommes pas que pour les bénéficiaires du RSA, mais vraiment pour toutes celles et ceux qui ont envie de partager des moments pour elles ou avec d'autres. Je vois BTP aussi, tourisme durable, agrotransformation. Donc c'est vraiment très... Alors, ça touche différents secteurs. Ces moments sont autant pour les responsables de tiers-lieux que pour les porteurs de projets. Parce qu'au sein des tiers-lieux, on reçoit un public assez large. C'est des porteurs de projets, des personnes éloignées de l'emploi, des bénéficiaires du RSA, des auto-entrepreneurs. Le panel est assez large. Donc c'est pour leur permettre aussi de découvrir ce qui se fait au niveau du territoire sur l'économie circulaire. D'accord. Et de pouvoir intégrer peut-être un tiers-lieu et participer à un projet. Comment vous voyez l'évolution des tiers-lieux en Guadeloupe? Est-ce que c'est l'avenir du coup?
Déjà, je pense que les collectivités sont en train de s'apercevoir petit à petit on va devenir the place to be. D'accord. Et qu'il y a un vrai intérêt à collaborer avec nos structures. D'accord. Et comment vous voyez les collaborations? Qu'est-ce que vous voudriez voir se développer peut-être dans votre structure? Écoutez, nous, notre objectif premier, c'est de pouvoir toucher encore plus la population environnante. Et puis, comme je disais, c'est de partager auprès tant le grand public que les institutions des lieux ressources que nous sommes. Voilà. Puisqu'on aborde des champs assez larges, on a la possibilité de mettre en place des moyens qui ne sont pas forcément accessibles au commun. Et voilà, on a d'abord pour l'ensemble des partenaires que je connais au niveau du réseau tiers-lieux, de la Coupe Guadeloupe en particulier, on est animé par cette volonté d'agir pour notre territoire. Et c'est ce qui nous différencie d'autres structures. D'accord. Ça veut dire que les concitoyens, enfin les gens qui nous écoutent par exemple, ils peuvent venir intégrer vos tiers-lieux, participer à vos projets. Tout à fait. C'est le but. Oui, voilà. C'est le but. D'accord. Donc, conclusion, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voudriez, un message que vous voudriez donner aux gens qui nous écoutent pour donner encore plus envie de venir le 27 et le 28? Inscrivez-vous parce que les places sont limitées. D'accord. Les places sont limitées, tout à fait. Donc, vous avez derrière le programme plus... le QR code pour pouvoir s'inscrire. On a la chance d'avoir des partenaires compétents et qui contribuent à leur niveau au développement de notre territoire, qui seront présents pour animer tant des conférences que des tables rondes ou des moments pour conseiller les personnes présentes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit? C'est un événement gratuit. Ouais, on a oublié de le dire. Et le QR code qui est sur l'affiche, ça veut dire qu'on peut s'inscrire ou bien on peut venir sans inscription? Il est préférable. Il est préférable. D'accord. Donc rendez-vous le 27 et le 28 donc au WTC, c'est à partir de 9h, allocution d'ouverture, et donc ça dure jusqu'au samedi où vous pouvez aller directement sur les différents tiers-lieux. J'imagine que sur le site internet on peut peut-être trouver les informations pour les sites à visiter. Mais si vous venez, en tout cas jeudi et vendredi, vous aurez sûrement la liste des tiers-lieux que vous pouvez visiter. En tout cas, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à vous. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Aline Mugerin. Il sera question de comment savoir si votre bébé a des problèmes de vue. À tout de suite. Et nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Aline Mugerin. Bonjour, comment vas-tu? Toujours toute belle. Bonjour Iman, je te renvoie très largement le compliment. Oh merci, c'est gentil. Alors, avec toi, on va dans ta chronique, on nous prend tant, gardez-nous. Je prends le temps de le dire. Vraiment. On va parler de comment savoir si son bébé a des problèmes de vue. On voit ça dans un instant. On va revenir rapidement sur l'actualité. Il était question de comment entreprendre en couple. Ça peut être parfois un challenge. Et à IRESA, lors d'un after-work, il était question de cette problématique ou de ce sujet qui peut être passionnant. Brian Losbar était parmi eux. On voit ce reportage. Zingwada, c'est l'Afterwork qui est une signature d'IRESA depuis bientôt 5 ans. Et l'objectif, c'est de valoriser les entrepreneurs qui réussissent en Guadeloupe et qui donc ont déjà un passif et peuvent inspirer ceux qui souhaitent faire tout comme eux. On est une boutique de prêt-à-porter grande taille. On est spécialisé dans tout ce qui est body positive, acceptation de soi, le concept d'estime de soi, de valorisation de l'estime de la femme ronde. Et voilà. Et puis
puis on est au village de Jarry. Beaucoup de personnes et souvent le public que nous accueillons se pose des questions sur l'entrepreneuriat en couple et l'objectif donc de cette édition est vraiment de leur proposer des entrepreneurs qui ont donc entrepris en couple et de pouvoir leur poser un maximum de questions et trouver des astuces, des conseils et surtout en sortir grandi à l'issue du Made in Guada. Ça existe, des couples qui entreprennent et qui arrivent à tenir le cap, à trouver un juste milieu, un équilibre entre la vie familiale, la vie entrepreneuriale et de continuer à avancer tout simplement. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion, mais une passion qui nécessite de se préparer au mieux. Donc, on s'y prépare en se formant, mais également en échangeant, en rencontrant des personnes. Donc, nous vous invitons à IRESA, dans notre écosystème qui est très complet, pour pouvoir justement réaliser vos rêves. Pour moi, le paramètre important, c'est d'avoir un couple solide. Si le couple est solide, si un fonctionnement de couple, il n'y a pas de raison que l'entrepreneuriat ne fonctionne pas. Et surtout aussi, n'ayez pas peur, parce que quand votre couple est déjà solide, l'entrepreneuriat, c'est la continuité en fait, concrètement, de cette fameuse complicité. Et on va aller direction Paris où il y a eu une masterclass sur la laïcité à l'Assemblée nationale à l'initiative de l'association L'Essentiel Outre-mer et ailleurs. Un rendez-vous où se sont réunis des experts, des élus et des acteurs du terrain pour échanger sur les enjeux, les défis et les applications concrètes de la laïcité dans nos territoires. C'est un reportage de Maurice Cessé. Outre-mer News, je me trouve dans l'une des salles de l'Assemblée nationale pour une conférence qui est donnée par l'association L'Essentiel d'Outre-mer et d'ailleurs que dirige David Andrew. Il s'agit de la masterclass laïcité. Il fut beaucoup de questions de laïcité avec plusieurs intervenants. Un hommage a été rendu notamment à Samuel Paty, assassiné il y a quelques années. Évidemment, de très nombreux intervenants, focus défi de la laïcité, les focus des fondamentaux. Il y a également des thèmes qui ont été abordés comme les athlètes à la laïcité en France hexagonale et dans les Outre-mer et la réponse de l'État, la prévention de la radicalisation, un thème aussi qui a été largement abordé. Je vous propose de regarder les principales interviews et quelques extraits de cette conférence ici à Paris. Là, nous sommes au 126 rue de l'Université pour la masterclass laïcité, une édition que va nous présenter David Andrew. Pourquoi masterclass laïcité, David Andrew? Là, nous sommes dans une optique où il faut vraiment avoir une pédagogie, parler, expliquer, décliner ce qu'est la laïcité pour faire table rase de tout ce qui peut créer comme incompréhension, tout ce qu'il y a comme utilisation de ce principe de laïcité par certains politiques ou par d'autres. Là, nous sommes là pour dire ce qu'est la laïcité, ce que doit être la laïcité. Est-ce que c'est un problème qui se pose sous les Outre-mer? La laïcité. Les Outre-mer ont une spécificité. Comme on le sait, il y a 5 départements qui sont concernés, Guadeloupe, Martinique, Réunion, et Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et 7 autres qui ne sont pas concernés. Donc oui, la laïcité concerne aussi les Outre-mer. Et nous sommes là aussi pour en parler, puisque je pense qu'à ce niveau aussi, il y a un manque et on est là pour combler ce manque. Je pense que moi-même qui suis issu de la Guadeloupe, j'en ai pas forcément plus que ça entendu parler dans mon enfance et même du point de vue scolaire. Donc je pense qu'il y a aussi une spécificité aussi locale qui est effective aux Antilles, donc il faut respecter aussi cela. Néanmoins, je pense qu'à ce niveau, il y a eu un manque. Moi, personnellement, en tant qu'individu personnel, citoyen, résident en Guadeloupe, j'ai eu ce manque. Donc là, aujourd'hui, on va en parler, on va en discuter, parce que je pense qu'il y a aussi, à ce niveau, beaucoup à faire. Voilà, maintenant nous allons parler de vision et surtout de la vision des tout-petits qui jouent un rôle fondamental dans le développement de l'enfant dès ses premiers jours. Avec Aline, en nous prend Tangadénou, il sera question de cette problématique. On voit le générique et on annonce le sujet ensuite.
prendre le temps justement de parler avec toi de la santé des tout-petits. C'est une belle chronique qui va sûrement intéresser les jeunes parents parce que ça peut être une question, comment voit mon enfant ? Voilà, comment on voit les enfants dès leur naissance, et c'est la question que je te pose. Alors c'est important, en fait, on va même commencer à parler de la vision même avant la naissance, puisque le sens visuel, c'est le dernier sens en fait qui se développe au niveau du fœtus. Et en fait, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, ou à peu près vers les 7 mois, l'œil commence à être un peu sensible aux ombres et à la lumière. Donc ça veut dire qu'en fait, que quand par exemple on va projeter par exemple une lumière vive sous le ventre de la maman, l'enfant peut réagir par rapport à cela. Donc on comprend bien que dans le ventre de la maman, comme il fait un peu noir. Un peu noir, oui, c'est ce que j'allais dire quand même. Exactement, que la vue en fait ne va pas se développer de façon véritable. Et c'est pour ça qu'à la naissance, quand l'enfant naît, on a une vision qui est totalement immature en fait, parce que l'enfant voit flou. L'enfant voit à peu près 20-30 cm, il peut encore voir, enfin, il aperçoit le visage de sa maman ou de toute personne ou objet qui soit dans ces 20-30 cm, et l'enfant voit en noir et blanc. C'est comme s'il était myope en fait, un petit peu, non ? Oui, on peut dire ça, effectivement. Oui. C'est comme s'il était myope. Ce que tu dis est tout à fait vrai, puisqu'en fait, il voit de près, mais il ne voit pas de loin. Sauf que on peut pas le caractériser de myope parce qu'il voit que des formes. Il ne voit pas net. Il voit quelque chose d'un peu nébuleux et il ne voit qu'en noir et blanc. À partir d'un mois, il commence à percevoir certaines couleurs et pareil, les choses continuent déjà à se positionner, à s'élaborer. Mais il voit toujours dans des couleurs un peu, donc c'est un peu, alors les couleurs vives, donc le rouge, le vert, le jaune, donc les couleurs primaires. Et en fait, il commence à apercevoir des choses, mais les deux yeux ne sont pas encore en coordination. Donc c'est pour ça qu'avant 3 mois, si on voit qu'un enfant louche, c'est pas encore trop grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce que les deux yeux ne fonctionnent pas encore ensemble. À partir du 3e mois, l'enfant va commencer à pouvoir suivre des objets ou suivre des personnes. Il commence à distinguer de manière un peu plus... Sa vision est déjà un petit peu plus, on ne dira pas précise, mais en tout cas, on commence déjà à rentrer dans certaines précisions, effectivement, parce que à 20-30 cm, le visage de sa maman commence. Je dis sa maman parce que c'est souvent, par rapport à la tétée, par rapport à ses, comment dirais-je, ses activités. Ses interactions. Voilà. Il y a souvent des interactions, mais il y aura des interactions avec toutes les personnes ou tous les objets qui seront autour de ces 30-40 cm qui, au fur et à mesure, s'agrandissent. Autour de 6 mois, il commence à avoir de la profondeur. Donc, il commence à pouvoir avoir une notion de son environnement. Donc, du coup, la coordination œil commence à se positionner. Donc, on commence à le voir toucher à tout, à commencer à utiliser au niveau des objets, à porter des objets à la bouche. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est important aussi de continuer à stimuler la vision. Et c'est bien de pouvoir mettre, par exemple, des mobiles et des choses qui ont de la couleur, parce qu'ils commencent à être sensibles à la couleur. À partir de 9 mois, les choses commencent, on continue toujours à être dans des choses de plus en plus précises, et la vision, et l'enfant atteint sa vision globalement d'adulte à partir de 1 an. D'accord, donc c'est un peu comme si on avait un appareil photo et que la mise au point se faisait au fur et à mesure. Exactement, que la mise au point se fasse au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est qu'au fur et à mesure de cette évolution, l'enfant prend conscience de son environnement, prend conscience des éléments qui l'entourent, prend conscience des personnes qui l'entourent, et il commence de plus en plus à reconnaître les visages, à reconnaître les éléments qui sont autour de lui, et il rentre véritablement en interaction. Donc, en fait, à partir de quel moment on peut dire qu'il y a des troubles visuels, en fait, pour les enfants ? Alors,
on peut déjà voir des premiers troubles visuels dès la naissance. C'est-à-dire que si, par exemple, on parlait d'un enfant qui louche, s'il louche de manière intermittente avant les 3 mois, comme je disais, ce n'est pas trop grave. Cependant, si on remarque que l'enfant louche et que l'œil reste tout le temps fixé, à ce moment-là, il y a de quoi s'interroger. À partir de 6 mois, normalement, un enfant ne doit pas loucher. Et donc, on parle généralement donc, de strabisme à ce moment-là, quand un enfant louche et que à partir de 6 mois, un enfant ne peut pas avoir ce type de choses et on doit s'en inquiéter. Donc, se rapprocher de son ophtalmo, se rapprocher de son pédiatre, tout simplement déjà, qui va pouvoir vous diriger vers l'ophtalmo. Généralement, quand le strabisme n'est pas pris en compte dès le plus jeune âge, de façon précoce, il peut entraîner ce qu'on appelle de l'amblyopie. L'amblyopie, c'est ce qu'on appelle de façon commune l'œil paresseux. C'est-à-dire l'œil reste bloqué. Donc, comme il n'est pas stimulé, il devient fainéant. Et à force de devenir fainéant, on peut perdre cet œil-là s'il n'est pas réactivé. Donc, généralement, quand on a ce type d'atteinte, d'anomalie, le médecin vous dirige généralement l'ophtalmo, donc vous dirige chez un orthoptiste où il y aura de la rééducation visuelle. Parfois, on voit des enfants qui ont des secteurs, des petits pansements au niveau de l'œil. Donc, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont immobiliser même l'œil qui fonctionne bien pour pouvoir donner à l'autre œil la possibilité de se positionner, de se réactiver. Et donc, le fait qu'il y ait des secteurs, l'autre œil est obligé de travailler et au fur et à mesure, on le repositionne, on le restimule. Et plus c'est pris tôt, plus on peut justement contrecarrer et résoudre ce type de problème. Les autres choses qu'on peut avoir, c'est naturellement tout ce qui est myopie, qu'on va plutôt voir apparaître. Alors, si ce sont des myopies très fortes qui sont de l'ordre congénital, ça apparaît dès le plus jeune âge, mais de façon générale, une myopie, on le verra apparaître véritablement au moment où l'enfant commence à rentrer à l'école. Donc, c'est pour cela qu'il faut, en termes de de consultation, il y a des consultations qui doivent se faire de manière régulière. On parlait déjà... Avec son pédiatre. Voilà, avec le pédiatre. Déjà, de toute manière, le pédiatre a un suivi, mais aussi avec l'ophtalmo. Pensez aussi à poser des rendez-vous avec l'ophtalmo pour les 1 an. Alors, naturellement, à partir des 6 mois, si on relève des troubles particuliers, comme le strabisme, comme l'amblyopie, comme je disais tout à l'heure, et puis à partir de... Quand il va rentrer à l'école, donc vers les 3 ans, quand il rentre à l'école, on peut déjà commencer à avoir des problèmes tels que la myopie. Le contraire de la myopie, c'est l'hypermétropie. Ça peut apparaître beaucoup plus jeune, dès le plus jeune âge. Et généralement, qu'est-ce que c'est? Alors, le myope, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Oui, on en a parlé. Mais c'est tout aussi bien de pouvoir le rappeler. Le myope, donc, c'est celui qui ne voit pas très bien au loin, mais qui voit très bien auprès. Donc, c'est un enfant qui va se rapprocher par exemple, de la télé ou de... si on lui donne un petit livre, il va le lire de très très près, qu'il ne va pas reconnaître des personnes qui seront au loin. Donc ça, c'est le myope. L'hypermétrope, généralement, quand il n'est pas trop fort, l'hypermétrope voit bien au loin, mais il voit beaucoup plus difficilement auprès. D'accord. C'est un enfant qui peut se plaindre, par exemple, de maux de tête, qui peut manquer d'attention. Quand c'est un enfant qui va rentrer en espace scolaire, c'est un enfant qui peut être on peut le trouver un peu turbulent parce qu'il va manquer d'attention et qu'il n'a pas la possibilité de se concentrer en vision de près. L'autre chose qu'on peut aussi voir comme trouble, c'est le daltonisme. C'est tout ce qui concerne les problématiques au niveau des couleurs. Mais ça, il faut déjà avoir le langage pour pouvoir l'évaluer, non? Alors, quand même. On va l'évaluer quand, par exemple, on va voir que l'enfant n'est pas sensible à des choses de couleur. Quand on va lui porter des éléments où il ne sera pas... Par exemple, quand on va lui présenter des éléments de couleur, on va voir qu'il ne va pas interagir, qu'il ne va pas... il ne va pas être sensible. Voilà, qu'il ne va pas être sensible à ça. Et en fait, plus que toute personne, ce sont les parents qui sont encore plus sensibles à ce genre de choses. Et il faut que les parents se fassent confiance
par rapport à justement, comment on fait? Est-ce qu'il y a, on va dire, une liste de choses qui doivent interpeller les parents? Le parent déjà est relativement sensible. D'accord. Et quand le parent ressent généralement quand son enfant quand il y a des choses qui ne vont pas, parce que le parent l'observe de façon générale. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que le parent se fasse confiance. Quand il note quelque chose qui a l'air de ne pas être normal, qu'il n'ait pas peur d'en parler à son pédiatre dans un premier temps, et si naturellement il a l'occasion d'en parler à un médecin ophtalmologiste, qu'il en parle. À ce moment-là, les contrôles seront faits, les analyses seront faites, et à partir de là, il saura si le problème existe ou pas. Et dès l'instant où le problème est présent, la prise en charge sera automatiquement faite de façon précoce. Donc à partir de quel âge il faut consulter? Tu as parlé de 3 ans, mais est-ce qu'avant, est-ce qu'il y a comme des guides? Oui, alors je dirais qu'il faut consulter. On peut consulter dès la naissance. Dès l'instant où on note un problème, on peut consulter dès la naissance. Mais si, de façon générale, il y a peu d'enfants qui aient de gros problèmes visuels à la naissance. Donc, de façon générale, on conseille que l'enfant soit suivi une fois, enfin, lors de ses 1 an, lors de ses 3 ans et lors de ses 6 ans. Parce qu'en fait... Chez un ophtalmo chez un ophtalmo, qu'il puisse avoir une visite ophtalmologique, un contrôle visuel lors de ses 1 an. Comme ça, on sait si le processus des 0 jusqu'à 1 an s'est passé correctement, si tout a été fait dans les normes. On disait qu'il y a des étapes, donc si toutes les étapes ont été franchies normalement, à partir des 3 ans, on note s'il y a des problèmes de vision par rapport à la netteté, par rapport à ce genre de choses. Donc, on commence à avoir des interactions. Et à 6 ans, parce qu'au bout de 6 ans, tout est déjà fait. Tout est déjà en place. Tout est déjà en place. Les consultations ophtalmologiques pour les enfants, j'imagine que c'est pas comme un adulte, parce que il n'y a pas le langage forcément en fonction de l'âge. Comment ça se passe, une consultation? Alors, généralement, les ophtalmos qui vont recevoir les enfants, ce sont des ophtalmos qui sont pédiatriques, donc qui sont formés pour recevoir des enfants. Et dans un premier temps, il y a d'abord l'échange avec le parent. Donc, par rapport aux observations du parent, par rapport aux antécédents, par rapport à toute la partie héréditaire. Donc, il y a déjà un premier dossier. Ensuite, le médecin va d'abord regarder tout ce qui est oculomoteur, c'est-à-dire de regarder comment l'œil se déplace avec un objet. Il va placer un objet devant l'œil de l'enfant pour voir si, à partir de ces 6 mois, si l'enfant suit l'objet. Et donc, il va regarder donc, tous ces éléments-là. Et naturellement, il y a aussi la partie, on dit dioptrique, c'est-à-dire la mesure du défaut visuel qui se fera à partir d'un appareil. Donc, généralement, ça se fait avec, on met une petite goutte pour pouvoir dilater la pupille. Et ça se fait de manière objective avec un appareil qu'on appelle donc l'ophtalmoscopie. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est plus on y va tôt, en fait, mieux on est accompagné, suivi, j'imagine. Alors, plus on va tôt, plus on se donne la chance, plus on donne la chance à notre enfant de pouvoir résoudre ce problème-là. Parce que pratiquement tous les problèmes dont je parle, à savoir le strabisme, l'amblyopie, ce sont des problèmes qui peuvent être résolus dans ce laps de temps de 0 à 6 ans. D'accord. Après 6 ans, ça devient plus compliqué. On parle après d'opération. Mais jusqu'à cet âge-là, on peut encore, parce que les choses sont encore très souples, on peut encore agir et interagir avec les trois spécialistes qui sont là pour accompagner les parents. L'ophtalmo, l'orthoptiste qui est là pour tout ce qui est rééducation et l'opticien qui sera là pour tout ce qui est vision et apporter donc des lunettes et une correction qui peut permettre donc de pouvoir pallier à tout cela. D'accord, on rappelle. Et puis naturellement, plus un enfant est pris en charge tôt, plus aussi en ce qui concerne son développement, que ça soit sa motricité, que ça soit son développement au niveau de son apprentissage, de son langage, plus il est pris tôt, plus on lui donne la chance de pouvoir se positionner et d'avoir toutes les chances de réussite. D'accord. Donc, j'imagine aussi qu'après, s'il y a des lunettes à porter, etc., il y a vraiment un accompagnement qui se fait auprès des opticiens, vraiment très spécifique. Absolument, parce que une fois que le médecin aura posé un diagnostic, le diagnostic,
il va sûrement donner une ordonnance. Donc, il peut s'adresser, comme je disais, à la fois à l'orthoptiste, mais à la fois à l'opticien. Et les opticiens que nous sommes sont formés de manière spécialisée pour pouvoir recevoir un enfant à ces âges-là. Parce que c'est une autre prise en charge par rapport à un adulte, c'est une autre manière de fonctionner et nous avons des formations pour nous permettre justement de recevoir d'une part en toute sécurité, d'autre part en termes d'accompagnement même par rapport aux parents et par rapport à l'enfant. C'est une autre manière, une autre prise en charge parce que c'est un objet que l'enfant doit s'approprier encore. Ouais. Et généralement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'enfant se l'approprie beaucoup plus rapidement que l'adulte. D'accord. Mais il y a un système de fixation pour les enfants ou bien ils prennent l'habitude de les porter? Alors, déjà, ils prennent l'habitude de les porter, mais nous avons des montures spéciales pour les enfants. Donc, pour les petits, nous avons des montures déjà. Il faut qu'elles soient très hautes pour qu'ils n'aient pas à regarder au-dessus de la paire de lunettes. Généralement, on a des petits élastiques qui permettent de maintenir la monture. Les montures sont généralement pour les petits, elles sont hyper élastiques et elles ne se cassent pas facilement parce qu'il faut aussi on parle aussi de sécurité aussi dans ce cadre-là. Et en fait, il y a comme je dis, il y a toute une batterie de choses qui sont mises en place pour les enfants pour que la prise en charge soit faite le plus tôt possible et le plus rapidement possible. Et naturellement, plus on se prend tôt, comme je disais, plus on a des chances de réussite. Bon, j'imagine qu'en tout cas, ceux qui souhaitent avoir des informations, ne pas hésiter à aller vers Opticaline. Absolument, nous sommes toujours présents pour pouvoir diffuser l'information et puis diriger vers le spécialiste qui est opportun. Merci. Et nous sommes toujours là pour répondre à toutes les questions. Donc 0590 pour ceux qui voudraient nous interpeller à ce sujet, 84 30 44. Ok, voilà. Super, merci beaucoup. Nous sommes à l'assainissement. Oui, à Pointe-à-Pitre, et très disponible, et un super accueil. Merci beaucoup. On va faire notre deuxième pause publicitaire. Merci Aline pour ta chronique. Je pense qu'elle a intéressé beaucoup les jeunes parents et on a appris plein de choses, donc très enrichissante. Absolument. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure et on va parler d'un afterwork qui aura lieu le 27 février. Up for Life. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour sur la troisième partie du ZCL. On va recevoir dans un instant Mehdi Vingada-Pati, secrétaire de Up for Life. Bonjour. Vous allez nous parler de l'afterwork qui aura lieu le 27 février. On revient dans un instant avec vous et on va parler de la 61e édition du Salon de l'Agriculture, donc qui a lieu sur Paris, Porte de Versailles, et la Guadeloupe est à l'honneur. Maurice Cessé était parmi eux. On se rappelle que ça rassemble des milliers d'exposants venus de tous les horizons pour célébrer le savoir-faire agricole et la richesse de nos territoires. On voit ce reportage. Outre-mer News, 61e édition du Salon de l'Agriculture ici à la Porte de Versailles avec toujours autant de régions. Toutes les régions d'Outre-mer sont évidemment présentes comme chaque année avec évidemment beaucoup d'autres exposants sur ce hall tellement vaste de la Porte de Versailles. Le stand de la Guadeloupe bien garni encore cette année avec moi Linda Kishna-Sami qui est la présidente commission promotion au niveau de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Alors Madame Linda Kishna Sami, comment se présente cette édition du Salon de l'Agriculture pour la Guadeloupe? Alors bonjour à tous, la Guadeloupe est encore présente cette année pour la 48e édition. Donc c'est vrai que nous avons des nouveautés, nous avons de nouveaux exposants, nous mettons en valeur le savoir-faire de la Guadeloupe et donc avec une dizaine d'exposants. Donc un panel de produits, notamment les rhums, les épices, les fleurs, la vanille, les pâtes de fruits à base de fruits de chez nous, bien de chez nous, et puis les alcools. Donc voilà, c'est ce que nous mettons en avant cette année et notamment une dégustation sur la vache créole. Donc, le thème d'ailleurs, le thème principal de cette édition. Tout à fait, donc nous aurons des professionnels à nos côtés, des chefs, des master chefs. Et donc nous mettrons en avant ce produit. Donc nous avons ramené une carcasse et tout au long de la semaine, vous aurez à venir déguster
nos différentes propositions. Au niveau des exposants, est-ce qu'il y a un peu de nouveautés cette année, d'autres exposants, certains qui viennent peut-être pour la première fois ici à la Porte de Versailles? Alors oui, nous avons notamment les Roms Marie-Louise de Danse Bertrand qui viennent pour la première fois. Ensuite, nous avons aussi sur les produits naturels, notamment le moringa, le zépiante, qui propose des produits à base de zépiante. Et puis un nouveau chef culinaire aussi à nos côtés. C'est formidable. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, nous avions pris l'habitude d'avoir un petit mini-marché ici, au niveau du stand de la Guadeloupe. Et bon, c'est difficile de remettre ça en place. Alors, c'est vrai que c'est une grosse organisation. Et puis aussi, il faut savoir qu'en Guadeloupe, des fois, avec le climat, ce n'est pas toujours évident d'avoir les produits pour le salon de l'agriculture. Voilà donc le salon de l'agriculture qui est en cours. On va parler maintenant de réseautage avec donc Monsieur Mehdi Vingada Pati et son événement qui aura lieu le 27 février. Est-ce que vous pouvez nous parler de Up for Life 97? En quoi ça consiste? Ok, alors Up for Life 97, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en décembre 2023, bon, la première édition, par 4 personnes, 4 cofondateurs, et dans l'objectif de pouvoir mettre en lumière des actions positives et impactantes, des parcours positifs impactants, des expériences positives impactantes qui sont existantes sur notre territoire. Et pour cela, on a choisi de le faire dans un cadre détente, agréable, sous format d'after work, et totalement gratuit et ouvert à tous. Donc on a des jeunes étudiants qui viennent à la Up for Life, on a aussi des personnes qui sont bien établies, des personnes qui sont à la recherche d'accomplissement ou d'inspiration, mais on a aussi des personnes qui ont envie de partager, de transmettre aussi leur parcours, leur savoir, leur expérience. Et en fait, l'idée, c'est d'offrir une tribune à des personnes qui ont un mot à dire. Donc, ce sont des tribunes short, donc sous forme de pitch. Donc, ça va entre 5 et 7 minutes. Ça peut aller sur des conférences, parfois, jusqu'à 10 minutes. Mais l'idée, c'est d'être condensé sur un message précis et d'intéresser le public, de l'accrocher, mais surtout de transmettre un message positif et impactant sur les difficultés, les réalités de l'entrepreneuriat, le parcours qui n'est jamais linéaire aussi d'un entrepreneur. Mais ça peut être aussi un artiste, ça peut être un écrivain, ça peut être un agrotransformateur. On a vraiment ou quelqu'un qui a juste un message concret à faire passer. Ça peut être un slammer aussi qui a envie de s'exprimer. Donc on offre la tribune. Ça peut être aussi des personnes qui ont envie de prendre la parole en public et qui ont envie de relever ce challenge-là. Donc c'est vraiment très large comme public. C'est pas forcément des entrepreneurs, puisque slam, c'est domaine artistique. L'idée, c'est quoi? C'est d'inspirer les gens, c'est d'impacter positivement. Mais concrètement, comment on peut voir l'impact que ça fait 11 éditions, donc la 11e, ça aura lieu cette semaine. Jeudi, ouais. Voilà. Quel impact vous avez vu sur... Alors, sur les différentes éditions qu'on a déjà réalisées, on a cette possibilité de constater que des personnes ont trouvé des emplois, des personnes qui sont là ont trouvé des emplois, ont trouvé des partenariats. Il y a même des exposants, puisqu'on a aussi un village d'exposants qui est assez fourni. Ils sont réguliers et on les remercie beaucoup pour leur participation. Un village d'exposants où des exposants ont co-créé des produits. Alors celui-là faisait du miel, celui-là faisait des cookies par exemple, et ils ont créé un cookie au miel, exemple. C'est des choses qui sont comme ça, mais ce sont des synergies qui se passent là. Il faut vraiment y être pour pouvoir le vivre. C'est assez spécial et c'est vraiment quelque chose de positif et on a vraiment des retours positifs. Et nous, on a une petite clé, un petit plus qu'on apporte à l'événement. Ce sont des jeux qu'on met en place pour créer la cohésion avec le public. Et à un moment donné, tout le monde, vous pouvez être directeur, chef d'entreprise ou étudiant, mais vous avez cette possibilité de communiquer, de se connecter, de networker et de partager justement cet événement-là et d'aller peut-être plus loin bien souvent en ayant accès à quelqu'un qui a un besoin par exemple, alors que je suis un jeune entrepreneur et que je n'aurais peut-être pas cette crédibilité-là en utilisant des chemins, on va dire, traditionnels. Classique. Voilà, ben, je peux effectivement avoir accès à certaines personnes qui sont là et qui sont dédiées. Il faut que j'appuie aussi sur le fait qu'en plus de nos jeux,
qui ont énormément de succès, nos jeux brise-glace. On a aussi des professionnels qui viennent apporter un plus, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'association des jeunes experts comptables qui vont venir parler, qui se mettent à disposition aussi gratuitement, l'association des jeunes avocats aussi, qui viennent se mettre à disposition gratuitement sur des stands et à l'écoute des personnes qui sont présentes et qui ont besoin, en tout cas besoin d'un conseil. Et ils sont là pour aussi apporter leur pierre à l'édifice. C'est vraiment dans une démarche de co-création, on va dire, et de créer du lien. On va avoir une petite vidéo récap qui montre les précédentes éditions, ce que vous avez pu faire déjà pour que les gens puissent toucher du doigt vraiment cet afterwork. On voit la vidéo. Un événement conférence avec des intervenants au parcours inspirant, des commerçants et artisans qui mettent en avant leurs produits et leurs services, tout cela dans un cadre fabuleux et motivant. Vous pouvez collaborer, faire des connexions, être inspiré et créer des opportunités. Le tout dans une ambiance chill et décontractée. Et vous savez c'est quoi le meilleur ? C'est un événement complètement gratuit. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Up for Life remet le couvert en 2025. Vous nous avez manqué, du coup, on doit se retrouver. Rendez-vous le 27 février pour la première édition de l'année 2025. À bientôt. Alors, est-ce que c'est plutôt jeune, en fait, le public entrepreneur? Bon, oui ou non? Je pense que le format attire une majorité de jeunes, mais c'est vrai qu'on a vraiment de tout. Motivant, vous pouvez collaborer, faire des connexions, être inspiré. On est dans un cadre un peu walk and chill, où c'est vraiment détente, on peut consommer sur place de bons cocktails, des tapas, échanger. Puis vous avez la version after, puisque après les pitchs, l'animation, vous avez vraiment une animation DJ, une ambiance cool et décontractée pour networker. Donc c'est vrai qu'on a une majorité de jeunes publics, mais ça ne s'arrête vraiment pas là, puisque jeune c'est compliqué, je sais pas la limite de jeune. Je sais pas, je ne veux pas me positionner sur ça. C'est ça, on ne peut pas se positionner dessus, donc oui j'ai envie de dire des jeunes jusqu'à 70, 80 ans. Voilà, en tout cas des jeunes motivés pour avancer. Quels sont les projets que vous avez pour votre association, les Afterwork? Donc ça permet vraiment de, comme on disait, créer du lien, réseauter, développer des partenariats. C'est ça. À terme ça va aller vers quoi? Alors nous, notre objectif, c'est de développer des partenariats, de créer ce réseau en interne qui met la lumière sur les personnes du réseau en quelque sorte. Mais l'objectif aussi pour nous, c'est de créer d'autres types d'événements qui créent toujours de la cohésion entre les personnes, les participants, et rendre ça à la fois en fait utile et ludique. C'est toujours ces deux versions qu'on veut mettre en lumière, le fait d'être utile et ludique sur les opérations qu'on va faire. Donc on a plein de projets, et si je peux passer aussi un appel, on a énormément de besoins pour la pérennité de notre association, puisqu'on a plein de projets dynamiques. Ça demande, comme on sait, des fonds, et bien sûr on est ouvert aux accompagnements, même si aujourd'hui on peut remercier certains de nos partenaires qui nous accompagnent depuis le début et qui nous ont permis d'arriver là où on est aujourd'hui. On a encore besoin, on a encore cette place de pouvoir accepter des personnes qui peuvent nous accompagner à aller un peu plus loin dans notre... alors, je ne sais pas si vous étiez sur la première partie de l'émission, il était question du tiers-lieu et de cet événement qui aura lieu le 27 et le 28. Ouais. Peut-être que c'est aller vers ce type d'initiative, d'ouvrir un tiers-lieu Up for Life. Ça pourrait être une idée, effectivement, ça pourrait être une idée sur laquelle on pourrait travailler. Et puis aussi, il y a un sujet qui est vraiment important, c'est que par rapport à la base qu'on a, toutes les idées sont bienvenues, puisqu'on a un outil aujourd'hui qui est apprécié du grand public, on peut dire ça ainsi. Et on construit ça et on co-construit ça avec les personnes qui sont sur place et qui nous disent oui, mais on aurait aimé avoir plus de ci, plus de ça. Et du coup, le système est vraiment souple, puisqu'on est à l'écoute de notre public. Et ça permet d'avoir un événement
toujours un petit peu plus. Toujours mieux que la dernière fois. D'accord. Du coup, combien de personnes à peu près viennent à ce type d'afterwork? Alors, dernier événement, on était à 250 personnes. Et j'ai envie de dire, sur les trois derniers événements, on tourne aux alentours de 200 à 250 personnes. Je pense que pour cette édition, on aura un peu plus de monde. Puisqu'on a eu une belle communication, on a la chance d'être aussi présent sur Canal 10 et on vous remercie pour ça. Donc, mais on aura une belle édition qui se fera à La Casa, la maison by La Casa. Est-ce que, alors c'est gratuit mais il faut s'inscrire j'imagine quand même? L'inscription est obligatoire, recommandée, pas disqualifiante mais recommandée puisque ça nous permet d'anticiper les espaces etc. et de mieux accueillir les personnes qui seront là. Mais c'est un événement qui est gratuit et qui est ouvert, je répète, à vraiment tout le public. D'accord, donc si on peut avoir la petite affiche avec toutes les informations sur voilà, comment s'inscrire. Vous avez les numéros de téléphone qui sont écrits en tout petit, mais un numéro de téléphone éventuellement que vous pouvez donner. Le numéro de téléphone où on peut réserver, écoutez, je vais donner, c'est le 40 47 32, c'est pas celui qui est forcément sur le flyer, il faudrait que je puisse le retrouver, je ne l'ai pas en tête, celui qui est sur le flyer, mais attendez, je vous donne ça tout de suite. Et donc à la Casarte, donc au Abemao, donc la Jaille, voilà, il fait un petit zoom sur voilà, les gens qui voudraient réserver. Vous avez toutes les informations sur le flyer. Sur le flyer, Et longue vie, en tout cas. Alors si je peux juste dire un dernier mot, l'ensemble des informations sont disponibles sur le compte Instagram, LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, parce qu'il y a aussi des nouveautés qui vont arriver cette année. Donc restez connectés à Up for Life, soyez nombreux jeudi avec la bonne énergie habituelle, c'est surtout ce qu'on veut. Et puis merci de nous accueillir et de nous accompagner sur notre démarche. Avec grand plaisir, merci beaucoup. On va conclure, et avant de conclure, voir le dernier reportage. Il s'agit du Fitness Park qui a fait son Fit Carnaval, 5e édition, et beaucoup de participants. On voit un reportage de Michel Depape. C'est carnaval c'est festif, mais c'est aussi sportif. On brûle beaucoup de graisse en défilant. C'est le moment où les Guadeloupéens sont à fond dans le sport au siècle, les nouvelles résolutions de la rentrée. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un événement qui va rassembler tout cela. Carnaval, c'est la fête en Guadeloupe, c'est un moment fort pour tous les Guadeloupéens. Et puis on aime dans le fitness aussi faire la fête en musique, se dépenser aussi au travers du sport. Donc pour nous, c'était une évidence. 5e édition de la Zumba Carnaval ici à Fitness Park Jarry. Et là, cette année, j'ai rajouté des guests avec mes collègues Michael et Kevin. Il y a des collectifs à l'intérieur qui se passent super bien, mais qu'aujourd'hui, on le fait avec excellent pour eux, pour tout le monde, et c'est gratuit. C'est vrai qu'on aime faire des événements pour nos adhérents, puis aussi pour un public extérieur. Sur le Fitness Park, ici, du parking, on a déjà fait plusieurs événements ces derniers temps. Les prochaines dates, elles ne sont pas encore définies, mais je sais qu'il y en a à venir. Et on a une grande compétition, ça qui est organisée, qui va être aussi organisée à Jarry, une grande compétition pour les athlètes finalement, qui s'appelle Fitness Park Heroes. Donc ça va être aussi un temps fort pour nous cette année. Voilà donc le carnaval qui bat son plein avec la semaine prochaine le clou du spectacle. On va conclure notre émission. Aujourd'hui, on a reçu donc Béatrice Soulier et Kelly Polter. Elles nous ont parlé de l'événement Faire tiers-lieu aux Antilles-Guyane qui aura lieu donc le 27 et le 28 février WTC. On a parlé avec Aline Mugerin, chroniqueuse du ZCLD, difficultés de bébés avec les problèmes de vue et de la conduite à tenir, déjà pour la détection et pour pouvoir accompagner au mieux ces enfants. On vient de voir Mehdi Vingadapati donc pour l'afterwork qui aura lieu le 27 février, donc c'est à la Casarte. Voilà pour les invités du jour. Au niveau de l'actualité, on a traité donc de l'hommage de Fabienne Youyout
avec le département, donc Ontiziédou. Elle a été mise à l'honneur. Il était aussi question de la réunion d'information avec la Chambre des métiers qui est allée à la rencontre des artisans sur le territoire. Donc, plusieurs réunions sont prévues. Aussi, on a parlé de l'entrepreneuriat en couple avec cet after-work qui a eu lieu à Ireza, donc Made in Guadeloupe. Est-il possible d'entreprendre en couple? Et on vient de voir donc le Fitness Park qui a fait son carnaval. Voilà pour l'actualité du jour. On termine donc notre émission. À la réalisation, c'était Yann. Et on se retrouve demain dans le ZCL. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et prenez soin de vous. Et si tu osais enfin briller? Un moment rien que pour toi, pour recharger ton énergie. Découvre les clés du mindset, de la confiance et du charisme. Reconnecte-toi à ta puissance intérieure. Partage, inspiration et transformation. Entoure-toi de femmes ambitieuses comme toi. Un talk puissant, des outils concrets, des connexions inestimables. Rejoins-nous le 9 mars à la Maison Victoire et active la meilleure version de toi-même.